Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du fameux F-35. Nous allons prendre du recul, essayer de comprendre un petit peu d'où vient ce programme, pourquoi il s'appelle Lightning II et s'il s'agit un petit peu Rafale versus F-35, du nouveau marché du siècle, de la nouvelle compétition comme il y a eu Mirage F1 versus F-16 à une époque. Mais avant tout, eh bien, ce que je voudrais, c'est vous parler un tout petit peu du sponsor de cette vidéo. Parce que oui, nous parlons beaucoup de défense sur cette chaîne et de géopolitique. Eh bien, si vous voulez vous aussi faire un petit peu de géopolitique en temps réel, ce que je vous propose, c'est de découvrir Conflict of Nations. C'est un jeu en stratégie PVP en temps réel gratuit. Vous choisissez un vrai pays à diriger pendant un conflit mondial du 21e siècle. Vous combattez jusqu'à 128 autres joueurs en temps réel dans des parties qui peuvent durer des semaines. Utilisez de nombreuses unités pour construire votre armée, chars, avions, navires, déclarer la guerre à vos voisins ou forger des alliances avec d'autres joueurs. Vous choisissez votre propre stratégie, engagez-vous dans des batailles épiques et partez à la conquête du monde. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté multijoueur avec des vrais humains et surtout en temps réel. Vous savez, moi j'aime bien prendre du recul et ça laisse le temps de dormir dessus. Vous pouvez jouer avec le même compte sur PC et mobile et vous obtenez un cadeau exclusif. Vous cliquez sur le lien dans la description pour obtenir 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuit. Offre disponible uniquement pendant 30 jours, ne perdez pas de temps. Et j'ai préparé 6 chapitres pour vous aujourd'hui. Dans un premier temps, l'histoire de Lockheed Martin. Dans un deuxième temps, la fameuse bonne idée, qu'a été le cahier des charges, qu'a été la volonté derrière ce programme F-35. Ensuite, nous allons regarder l'écart type, la volonté versus ce qui s'est vraiment passé, avant de nous interroger sur le F-35 dans le monde, puis est-ce que c'est le contrat du siècle, parler un petit peu Rafale versus F-35. Et nous finirons avec, comme j'aime bien le dire, my two cents, mon petit point de vue, notamment autour du too big to fail. Est-ce que c'est un programme qui est trop gros pour ne pas fonctionner? Et avant d'attaquer avec Lockheed Martin, je voudrais juste vous dire que les sous-titres qui sont en dessous, eh bien vous pouvez les désactiver. C'est généré automatiquement par YouTube. Vous pouvez appuyer sur CC, ça va les faire disparaître. Alors ne me dites pas dans les commentaires que c'est affreux, c'est pas moi qui les tape, c'est une machine automatique de YouTube qui est là pour normalement pour vous aider. Et là, comme vous voyez, je suis pas dans mon studio, je suis en déplacement entre des clients pour faire des conférences et des workshops. Donc j'ai tout simplement pas le temps de faire tous les sous-titres. Je suis absolument désolé, c'est comme ça. Par contre, vous pouvez vous abonner, appuyer sur la cloche, comme ça vous êtes prévenu quand il y a des notifications. Et puis on attaque. Lockheed Martin a été créé en 1995. C'est issu de la fusion entre la Lockheed Corporation et Martin Marietta Corporation. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la plus grosse entreprise au monde autour de la défense et de la sécurité. Et elle est dirigée par une femme. Et oui, par Maryland Howson, c'est la PDG depuis 2013 de cette gigantesque boîte. Elle est rentrée dans la compagnie en 1983. Mais ce que je vous propose, eh bien, c'est d'en savoir un petit peu plus sur Lockheed Corporation. D'où est-ce que ça vient? Ça a été créé à la base par deux personnes à Lougheed en Californie et ça a été créé en 1912. Je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment les tout débuts de l'aviation. Ils fabriquaient des hydravions. En 1926, vraiment, ça s'est mis à s'appeler Lockheed. Et après, derrière, ils sont mis à fabriquer une multitude d'avions dont vous avez forcément entendu parler. SR-71, F-117, F-104, P-80 Shooting Star, le U-2, le C-130, le C-141 Starlifter ou encore le C-5. Tout ça, c'est du Lockheed, donc une compagnie qui a plus que fait ses preuves. Et au tout début, eh bien, ils avaient des ingénieurs, des techniciens dont vous connaissez peut-être le nom, un certain Northrop. Donc voilà, donc c'est vraiment l'aéronautique américain. De son côté, Martin Marietta Corporation, avec qui ils ont donc fait cette fusion en 1995, eh bien c'est plutôt des spécialistes des missiles. Ils faisaient des gros missiles, tout ce qui est voilà, course à l'armement pendant la guerre froide, c'était un petit peu les spécialistes. Et ils faisaient quand même en 93 près de 10 milliards de chiffre d'affaires. Vous avez peut-être entendu parler
d'Amelia Earhart, c'est à bord d'un Lockheed qu'elle est décédée. C'était l'Electra, un avion qui a très bien fonctionné. Et le premier chasseur, en fait, le premier intercepteur fabriqué par Lockheed, c'était un intercepteur. C'était le seul intercepteur qui a été fabriqué pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Il était propulsé par 2 moteurs de 1725 chevaux. Il est également très connu en France, 10 037 exemplaires fabriqués. C'est le P-38 Lightning. Donc quand on parle du F-35 Lightning II, vous voyez bien que c'est un hommage au P-38 Lightning 1, qui est le premier intercepteur fabriqué par Lockheed, et forcément à partir de là ça ne peut pas bien se passer avec des Français, parce que Saint-Exupéry est décédé le 31 juillet 1944 à bord d'un P-38, donc c'est un P-38 qui a tué Saint-Ex. Forcément, nous n'aimons pas les Lightning en France. Blague à part, c'est également le P-38 qui a vengé Pearl Harbor. Vous savez que Pearl Harbor a été réfléchi en grande partie par l'amiral Yamamoto. C'est un P-38 qui a abattu l'avion dans lequel il se trouvait. Voilà pour la partie historique purement technique. D'un point de vue un peu plus business, c'est toujours intéressant. Entre les années 50 et 76, eh bien, il y a eu 2-3 petits soucis de pot de vin du côté de chez Lockheed, à tel point que ça a failli couler la boîte. Il y a quand même eu, d'après les enquêtes, plus de 38 millions de dollars redistribués dans des pays qui vont peut-être vous dire quelque chose: l'Allemagne de l'Ouest, les Pays-Bas, l'Italie, le Japon, bref, les utilisateurs du F-35 actuel. À noter quand même eh bien, que Sikorsky maintenant appartient également à Lockheed Martin. Lockheed Martin a fabriqué des avions comme le F-16, le F-22, forcément le F-35, et leur motto, leur petite phrase, c'est « We never forget who we're working for ». On n'oublie jamais pour qui l'on travaille. Donc voilà, donc c'est une entreprise tout ce qui est de plus américain. Et je pense que c'est intéressant, ce petit clin d'œil au Lightning. Maintenant, vous savez pourquoi le F-35 s'appelle le Lightning II. Alors, vous le savez sûrement, il y a différentes générations d'avions de chasse. On a tendance à dire que la 4e génération d'avions de chasse a été mis en œuvre dans les années 70-90 en termes de tests. La 4.5 génération, c'est à partir du premier vol des années 90-2000, donc le Rafale, le Super Hornet, ce genre de choses, et le F-35 serait de la 5e génération. Quelle est l'idée en fait derrière le F-35? Bien, les Américains ont des petits chasseurs, les F-16 ont des gros chasseurs, F-18, F-15, et il va falloir remplacer un petit peu tout ça. Donc il va falloir un chasseur qui permette bien, de faire toutes les missions multi-rôles et qui permette de les faire à un prix qui soit correct. Donc vous aviez 2 programmes, vous aviez le JSF et vous aviez également un programme, le Common Affordable. Donc lui, c'est marrant parce que ça veut dire qu'il recherchait un chasseur qui soit pas trop cher. Bref, vous avez eu une fusion entre ces différents programmes et au final, ils ont dit il nous faut un petit chasseur qui sera fabriqué en des milliers d'exemplaires et que nous pourrons également vendre à l'export. À cause ou grâce à la technologie, là où les avions de 4e génération avaient tendance à être monomission, le F1 reconnaissance, vous avez même les Mirage 2000, regardez, vous avez Mirage 2000N pour le nucléaire, Mirage 2000D pour l'attaque au sol, vous avez le Mirage 2000C pour l'interception, Mirage 2000-5 pour l'interception plutôt long range. Vous étiez sur des générations où un avion ne pouvait pas tout faire. Grâce à la loi de Moore, donc qui dit que la puissance de calcul d'un microprocesseur va doubler à peu près tous les 13 mois, grâce à cette évolution de la technologie, eh bien, nous avons pu arriver vers des générations d'avions plus omni-rôle, comme le Rafale. Et là, l'idée, c'est dès le début de se dire « Oula, la technologie nous offre énormément de possibilités, mais la technologie évolue très vite. Nous partons pour un programme où la durée de vie de l'avion devrait être de à peu près 30 ans. Il va y avoir énormément de modifications d'un point de vue technologique et d'un point de vue processeur et informatique pendant cette durée. Il faut que nous partions sur un programme où la base est tunable, si je puis dire, où on peut changer les cartes puces, où on peut améliorer l'avion au fur et à mesure des développements technologiques sans pour autant avoir à tout refaire au fur et à mesure. Donc avoir un avion qui puisse s'adapter très rapidement tous les 2, tous les 3, tous les 4 ans à l'évolution technologique. Pour faire simple, eh bien, il semblerait, d'après les estimations les plus pessimistes, j'ai envie de dire, que le programme du F-35 revienne sur sa durée de vie à 1,727 trillions de dollars. Pour les estimations les plus basses, on parle de 1,1 trillion de dollars. Pour vous donner une idée, si le coût total du programme est bien de 1,727 trillions de dollars, et que vous imprimez des billets de 1 dollar, eh bien vous pouvez, avec ces 1,727 trillions, recouvrir la Terre en entier et encore
à 50% pour une deuxième couche. Ça vous donne une petite idée du nombre d'argent en jeu. Maintenant, ça c'est des chiffres, toutes ces choses-là. Et j'ai pas envie de commencer à rentrer dans les détails des chiffres, des coûts, parce qu'on peut faire dire tout et son contraire à des chiffres. Moi, l'objectif, là, moi je suis ancien pilote, c'est vraiment de me focaliser sur quelle est la machine, qu'est-ce qu'elle nous apporte. Parce qu'il faut être franc, quand vous êtes en train de vous battre, que ce soit un couteau, que ce soit un pistolet, que ce soit un avion de combat ou un bateau, vous n'en avez rien à faire du coût du programme, vous n'en avez rien à faire du coût à l'heure de vol, vous n'en avez rien à faire de la rentabilité du programme, si je puis dire. Ce qui vous importe, c'est de gagner, de mettre en œuvre ce que vous devez mettre en œuvre comme puissance pour réussir la mission et pour protéger la République qui vous envoie, pour protéger vos concitoyens. Donc c'est ça qui importe, c'est le résultat qui prime dans l'armée, extrêmement important de l'avoir en tête pour un point de vue opérationnel. Donc ce F-35, eh bien, il devait pouvoir mettre en œuvre n'importe quel type d'armement dans des conditions plutôt rustiques pour les Marines, mais également depuis la terre, depuis des bateaux ou depuis des porte-avions. Donc là, il a été réfléchi bien qu'il fallait différents programmes au final, et ils sont partis sur la version A, la version B et la version C. Jusque-là, ils ont fait simple. Maintenant, petit moyen mémotechnique pour vous. La version A, c'est comme Air Force, armée de l'air. Version armée de l'air, elle peut bien manœuvrer, prendre jusqu'à 9G, c'est la version la plus légère, simple. Il faut une grande piste de plusieurs kilomètres pour décoller et pour se poser. La version B, B comme boat, un bateau. C'est pour les Marines. C'est pas un porte-avions, c'est un bateau. Décollage et atterrissage vertical, c'est ce qu'ont les Anglais également. Et donc là, il faut une grosse soufflante, il a fallu réfléchir à une technologie différente. Et c'est le seul avion vraiment qui peut décoller et se poser verticalement et passer le mur du son. Donc il y a eu d'énormes investissements, ça a été très compliqué d'un point de vue technologique, mais ils ont réussi. Et donc le B, c'est pour boat, c'est le plus lourd, c'est lui qui a la capacité d'emport la plus faible, et également c'est lui qui risque d'avoir des petits soucis en termes d'évolution du réacteur. Le C, c'est pour carrier, porte-avions. Donc A, Air Force, B, Boat, C, Carrier, porte-avions. Et donc là, c'est la version pour la marine avec un porte-avions, mise en œuvre depuis une catapulte. Chez les Américains, elles font 100 mètres, mais retour avec un brin d'arrêt. Ils ont eu des petits soucis lors des campagnes d'essai, à tel point qu'ils ont dû revoir le design de la crosse d'appontage, parce qu'ils n'arrivaient pas à apponter, mais le problème a été résolu depuis. Donc je vous dis que cet avion, il doit faire tout type de mission. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il doit pouvoir faire du combat rapproché, il doit pouvoir faire du combat à longue distance, qu'il doit pouvoir faire de la guerre électronique, qu'il doit pouvoir faire, si besoin, de l'appui pour des troupes au sol, il doit pouvoir faire de la pénétration et de l'attaque face à des sites défendus, et il doit pouvoir faire également une capacité de ravitaillement, toutes ces choses-là. Est-ce que le F-35 peut faire plus ou moins de missions que le Rafale, vous allez me demander? Eh bien, j'ai envie de vous dire qu'à l'heure actuelle, avec ce que je sais, le Rafale peut faire, je dirais, je pense, autant, si ce n'est plus de missions que le F-35, notamment parce qu'à l'heure actuelle, j'ai pas encore vu de F-35 se ravitailler les uns les autres, donc ça, c'est quelque chose quand même d'assez important. Mais les Américains, eh bien, ils ont quand même une idée globale de ce qu'ils comptent faire, ils sont en train de développer des drones de ravitaillement. Donc au final, je pense que d'un point de vue mission, on peut dire que ça se vaut. Le Rafale a une capacité à faire de la pénétration très basse altitude pour ne pas être détecté, c'est l'approche française. Le F-35, lui, avec la furtivité, préfère arriver plutôt en haute altitude et comme ça est censé utiliser sa technologie pour ne pas être détecté, c'est des approches différentes. Donc je vous ai parlé de la bonne idée, donc de faire un avion qui peut pénétrer sans être détecté, qui puisse faire tout un type de mission, qui puisse soit décoller d'une piste, soit décoller d'un boat, d'un bateau, soit d'un C, d'un carrier, et réussir sa mission. Un avion qui serait en plus, eh bien cofinancé par d'autres pays. Comme ça, derrière, ça permettrait de rayonner d'un point de vue géopolitique et d'un point de vue armement, et surtout d'un point de vue interopérabilité, parce que c'est un avion qui a sa propre technologie un petit peu en termes de transmission d'informations. Et si vous voulez, par exemple, relier un Mac à un PC, c'est pas évident. C'est plus facile de relier des PC entre eux. Et c'est un petit peu ça l'idée. Vous voyez le F-35 comme, je sais pas, le Mac de l'équipe. Et du coup, c'est compliqué après, si vous achetez des PC et que votre armée de l'air a des PC, de travailler en équipe avec. Maintenant, l'idée, c'est de parler un petit peu de l'écart type. Est-ce que tout s'est passé comme prévu? Je vous ai parlé de l'enveloppe budgétaire estimée pour ce programme. Bien forcément, mais j'ai envie de dire, c'était couru d'avance, tout le monde le sait. Les programmes d'armement, on n'économise pas de l'argent, ça prend du retard. Or, à chaque étape
supplémentaires de retard. Ça a commencé par les masses, les avions étaient trop lourds, il a fallu essayer d'économiser plus d'1 tonne de poids. Dès que vous commencez à bouger un petit peu du matériel, dès que vous commencez à essayer de récupérer du poids et tout, ça a d'énormes impacts sur tout l'avion, le centrage, la transmission de l'information. Ils ont eu beaucoup de mal également à libérer de la place pour permettre l'emport d'armement en soute interne. Donc toutes ces choses-là, à chaque fois, ça a rajouté des complexités, les commandes de vol, le casque, toutes ces choses-là. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand vous faites un avion d'ancienne génération, un avion simple, ben c'est facile presque à mettre à créer, c'est assez logique. Dès que vous commencez à rentrer dans de l'ultra-technologie, tout a un impact sur tout et c'est vite un enfer. Et c'est un petit peu ce que ce F-35 montre, c'est que à vouloir aller dans l'ultra-technologie, ça devient ultra complexe et la moindre décision, la moindre impact, la moindre chose va vous rallonger la durée du programme et va avoir des coûts exponentiels en termes de certification. Donc ça a pris beaucoup de temps. Maintenant, il faut être honnête, l'avion est opérationnel. On aime bien dire que le Rafale est combat proven, et ben le F-35 est combat proven. Il fonctionne bien en Israël, les Américains l'utilisent, même les Anglais ont fait des missions de guerre avec. Maintenant, est-ce qu'il est combat proven dans tout? Eh ben non, mais le Rafale non plus. On n'a pas fait de strike nucléaire avec, on n'a pas fait de combat aérien avec, et le F-35, heureusement, à l'heure actuelle, c'est pareil. Je vous propose de creuser un tout petit peu plus ce qu'est un F-35. Donc un F-35, c'est un avion monomoteur, c'est un avion qui est lourd, hein, il fait plus de 13 tonnes à vide. C'est un avion qui a pour vocation normalement à cacher son armement à l'intérieur, ce qui va lui permettre, de rester furtif. Néanmoins, si besoin, il a la possibilité de prendre de l'armement en point d'emport extérieur, mais cela sacrifierait sa fameuse furtivité. C'est un avion également qui n'a pas des capacités de manœuvre extraordinaires. On est limité à 9G, on disait pour la version A, la B et la C, on est plutôt aux alentours des 7G. Prenez un Rafale, si besoin, on peut monter jusqu'à 11G. Donc voilà, vous voyez que c'est forcément un petit peu limitant. Et c'est pas pour autant qu'il n'a pas des défauts d'un point de vue structurel, parce qu'on a eu des soucis au niveau de craquement, au niveau de la cellule. Maintenant, ben voilà, c'est de l'aviation, j'ai envie de dire, c'est un petit peu normal. Mais il faut quand même comprendre qu'à la base, ils voulaient remplacer le F-16, le F-18, le A-10 et le F-117 avec cet aéronef. Donc prendre la furtivité d'un côté, mais remplacer le A-10 avec un F-35, sachant que sur les versions B et C, vous n'avez même pas de canon en interne, il va falloir prendre un pod supplémentaire, forcément. C'est pour ça que petit à petit, eh bien, les incohérences sont arrivées, et il y a un autre phénomène. L'autre phénomène, c'est qu'aux États-Unis, vous avez le Freedom of Information Act. Vous avez énormément d'informations qui circulent sur l'utilisation de l'argent public. Et dès que vous avez un programme comme ça d'armement qui prend du retard, eh bien, ils sont obligés de communiquer dessus. C'est une démocratie très transparente à ce niveau-là, quoi qu'on en dise. Et donc, avec l'ère d'Internet, avec cet accroissement de la technologie, il y a également eu un développement de l'accès à l'information. Les rapports parlementaires étaient plus faciles à aller chercher par n'importe qui. Les gens qui suivent de près toutes ces choses-là avaient beaucoup plus accès à l'information. Et je pense que c'est ce qui a également exacerbé cette mauvaise réputation du F-35, c'est tout simplement bien que le moindre petit souci, le canon qui tire mal à un moment ou autre, eh bien tout le monde se retrouve au courant parce que c'est un programme quasi mondial, il y a des partenaires aux quatre coins du monde, et tout de suite ça prend des proportions énormes dans la presse, ce qui lui a valu tout simplement assez rapidement une mauvaise réputation à cet avion et une grosse cible sur le front. Je ne suis pas en train de dire que c'est un bon avion ou un mauvais avion, je ne sais même pas, je n'ai pas volé dessus, mais moi ce que je pense c'est que la génération d'avant, que ce soit le Typhoon, que ce soit le Rafale ou autre, a été un petit peu préservée de ça. Et ça va être intéressant de voir si c'est la même chose pour la future génération d'avions, la 6e génération quand elle sortira, et dans quelle mesure ils classifieront certaines informations. Donc je pense que ce que l'on voit là, c'est une volonté également tout simplement de la démocratie américaine, de communiquer sur les problématiques et les investissements, et du coup forcément, tout le monde est au courant que ça se passe mal. Rappelez-vous les fameuses histoires des hélices du Charles de Gaulle, c'était absolument pas la faute de la marine ni du Charles de Gaulle, c'était une histoire de construction, tout ça, et ça a donné une très mauvaise image à la marine pendant quelques temps. Donc voilà, l'information est publique, forcément ça se retrouve dans la presse, forcément après il y a des interprétations différentes. Pour ce qui est, on va dire, du factuel autour du F-35, il y a 2-3 concepts intéressants, notamment celui d'avoir des caméras infrarouges
tout autour de l'avion, qui doivent permettre aux pilotes d'avoir une représentation à 360 degrés de ce qui se passe, d'un point de vue infrarouge, détecter éventuellement l'arrivée de missiles, toutes ces choses-là. Le casque qui est très avancé, qui coûte dans les 400 000 $ pièce, qui permet aux pilotes de se transformer en un Tony Stark, hein, Iron Man directement en mettant ça sur la tête, mais qui a également montré des petits soucis avec l'auto-alignement. J'en parle sur la chaîne suite à un accident du F-35. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un produit évolutif, le F-35. Vous avez différents blocs, comme le Rafale, vous avez le F1, le F3, le F4, tout ça. Vous avez différents blocs, vous aviez les versions 1.1 et 1B pour l'entraînement initial. La version 3F, c'est la full, celle qui est censée bien fonctionner pour l'US Air Force. Et à terme, vous allez avoir peut-être même un nouveau moteur. Il y a un programme qui s'appelle le Adaptive Engine Transition Program pour avoir un réacteur encore plus puissant. Donc c'est un avion qui va évoluer avec le temps. Et à l'heure actuelle, oui, il y aurait dans les 800 problèmes dessus, mais forcément, au fur et à mesure, cette liste, elle se rétrécit. Donc c'est un avion qui est dans une optique de temps, je pense, pour être dans ses primes, comme on dit, 2030-2035. Il faut lui laisser le temps de gérer tous ces problèmes-là. Donc à l'heure actuelle, oui, il y a un énorme écart-type. Ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue budgétaire, ça a complètement dérapé. Maintenant, d'ici 10 ans, 15 ans, je pense que l'avion sera assez différent. Même si l'US Air Force a dit que c'était un échec complet. Pourquoi l'US Air Force? Certains généraux ont dit que c'était un échec. Parce qu'à la base, on voulait un petit avion simple et efficace pour remplacer le F-35. Pour remplacer le F-16. C'est pas du tout ce qui a été produit. On a produit un monstre de complexité avec de l'ultra-technologie qui a, mine de rien, permis d'ouvrir la voie pour la 6e génération de chasseurs, en tout cas pour le côté américain. Donc au final, ils voulaient 1763 modèles A, 353 modèles B, et vous aviez 273 modèles C, normalement, qui devaient être pour l'US Navy. Il y a de grandes chances que ce soit moins que ça. Je vous parle de la furtivité, ils ont la capacité à mettre des petites lentilles de Lindbergh sous l'avion pour augmenter sa SER, surface équivalente radar, lors des exercices, et masquer un petit peu sa furtivité. D'un point de vue réacteur, c'est un réacteur qui est absolument incroyable. Ce sera un des réacteurs d'avion de chasse le plus puissant jamais fabriqué. Un réacteur de F-35, il est plus puissant que les 2 réacteurs du F-18. Pour vous donner une idée, on est sur du 43 000 livres, quasiment 20 tonnes de poussée, c'est quand même assez monstrueux. Donc c'est très intéressant d'un point de vue technologique. Par contre, eh bien, c'est un moteur qui n'est pas forcément très bien fait pour faire du vol supersonique. Tout le temps. Maintenant, d'un point de vue infrarouge, tout ça, il y a des choses à dire. Il ne faut pas croire qu'un avion de chasse c'est fait pour faire du Mach 3 toute la journée. Hein. De toute façon, ces avions-là ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas été conçus pour. Ils ont été conçus pour se balader à Mach 0,9, on va dire plus ou moins tout le temps. Et quand il y a besoin, passer le mur du son, accélérer, mettre en œuvre un armement RR longue portée et après redécélérer. Donc c'est vraiment la capacité d'accélération qui est importante. On va juste appuyer un tout petit peu sur cette notion d'emport en interne. C'est pas monstrueux hein, ce qu'il peut emporter, loin de là. Par exemple, vous pouvez prendre un petit peu de missile RR, vous pouvez prendre un mix de bombes et une missile RR. Par contre, ce qui est intelligent, c'est qu'on peut prendre des GBU-39 qui sont des petites bombes. Mais de manière générale, vous êtes sur un emport en interne qui est moins bon qu'un F-18 ou qu'un avion de la 4e ou 4,5 génération. C'est pour ça qu'il y a des points externes, mais là, il perd tout l'avantage de sa furtivité, forcément. Au maximum de chez maximum, quand même, vous pouvez monter à 8 AIM 120 et 2 AIM 9. Donc, le Rafale, en comparaison, on prend 6 missiles total, donc ça serait plus d'avions qu'un Rafale. Après, ce que je ne sais pas, mais ce que je pense, c'est que si vous commencez à l'utiliser avec 10 missiles RR, vous allez devoir mettre des fixations sous l'avion, ce qui va avoir un énorme impact sur sa furtivité. Donc vous vous retrouvez avec un avion qui a 10 missiles RR, mais qui n'est plus furtif. Donc c'est dommage, et surtout, je ne pense pas qu'il puisse redevenir furtif pendant le vol. Je ne pense pas qu'il puisse se débarrasser facilement des points d'emport et récupérer son côté furtif comme ça. Pour ce qui est du F-35 dans le monde, comme vous le savez, eh bien, il y a eu de nombreux partenaires, que ce soit l'Angleterre, vous avez l'Italie, il y a l'Espagne qui en récupère, l'Australie, vous avez le Japon qui en met en œuvre, qu'on a déjà perdu un, vous avez les pays du nord de l'Europe, et vous avez la Pologne. Donc en fait, il y a une forte présence en Europe, forte présence en Asie également, présence avec Israël dans le Golfe. Pour l'instant, ça n'a pas de présence aux Émirats Arabes Unis. Mais ce qu'il faut bien comprendre avec ce F-35, c'est qu'il y a un énorme marché export qui est pris par les Américains. Maintenant, ils n'ouvrent pas vraiment de nouveaux marchés. Si on regarde, ce que je vous encourage à faire dès que vous entendez parler d'un nouveau marché, c'est regarder quel était le type d'aéronef utilisé par l'armée de l'air
du pays en question, par quoi il le remplace. S'il remplace un F-16 par un F-35, vous dites c'est assez logique. Ce qui est intéressant d'un point de vue compétition, c'est voir des pays qui étaient utilisateurs de F-16 ou F-18 qui passent sur du F-35, qui passe sur autre chose que du F-35. C'est un petit peu la même logique. On a parlé récemment des Émirats arabes, ils ont des Mirage 2000-9, ils passent sur Rafale, c'est assez logique. Vous aimez bien les Peugeot, vous avez un ancien modèle, vous prenez le nouveau modèle. Ce qui demande beaucoup d'énergie pour un pays, j'ai envie de dire, c'est de passer d'un constructeur ou d'un pays avec qui il a une alliance à un autre pays. Là, vraiment, ça serait quelque chose de très notable. Quand on regarde par exemple la Finlande, eh bien, ça parlerait de rester avec les Américains. J'ai envie de vous dire, ça peut paraître assez logique, surtout pour ces pays du Nord où ils ont vraiment peur de la Russie. Et à l'heure actuelle, la France reste persuadée qu'elle a besoin, à l'heure actuelle, l'Europe reste persuadée qu'elle a besoin de l'aide des Américains face à la Russie. Mais c'est un débat sur lequel je n'irai pas. Si vous regardez les Belges en Europe également qui récupèrent du F-35, eh bien eux c'est pour pouvoir mettre en œuvre de l'arme nucléaire, pour pouvoir mettre en œuvre le B-61 qui est l'arme nucléaire américaine, et forcément à partir de là, les Américains ne vont pas permettre l'emport d'armement nucléaire américain sur autre chose que sur un avion américain. À l'heure actuelle, ils ont du F-16, ils passent sur F-35, c'est assez logique. Donc le F-35 dans le monde, quand vous voyez un nouveau marché pris par le F-35, regardez si c'était déjà du marché tenu par les Américains, et vu qu'ils n'ont pas grand-chose d'autre que le F-35, alors vous allez me dire, ils ont le Super Hornet, c'est pas faux, à proposer, mais on est sur quelque chose qui n'est pas de la même génération, et on n'est pas sur quelque chose qui est appelé à évoluer autant dans le futur. Le F-35 est vraiment appelé à beaucoup évoluer dans les prochaines années, le Rafale pareil, le Super Hornet quand même je pense un petit peu moins. Donc c'est le gros point à prendre en considération. Donc vous avez peut-être entendu parler du marché du siècle, le Mirage F1 contre le F-16, marché qui a été gagné par le F-16, qui a été un énorme succès, qui est toujours en service un petit peu partout, là où le Mirage F1, il n'y en a plus beaucoup, sauf chez des escadrons, des armées privées d'agresseurs, qui sont sous-traités par les États, pas aux États-Unis, il y en a en France également, pas des F1, mais des escadrons privés, pour entraîner les forces. Eh bien, ce marché du siècle, c'était un peu la grande compétition, et en ce moment, c'est un petit peu ce qu'on retrouve. Pourquoi vous entendez autant parler F-35, Rafale, toutes ces choses-là dans les médias? Parce qu'on a un moment où il y a un renouvellement des flottes, où il y a cette transition et les armées sont en train de se rééquiper pour les 20, 30, 40 prochaines années. C'est pour ça que vous entendez autant d'appels d'offres, autant de marchés, autant de décisions. Et le monde a pas mal évolué ces dernières années. Il y a une volonté souvent des pays de se refermer un petit peu sur eux-mêmes et ça passe par la capacité à montrer un peu les muscles, à avoir une armée efficace. Donc c'est pour ça que vous entendez autant parler de ça. Maintenant, il y a vraiment, on va dire, deux types de contrats. Vous avez des contrats où il y a un appel d'offres, où plusieurs constructeurs viennent, vont faire une compétition, vont montrer ce qu'ils peuvent faire, et après, derrière, eh bien, fonction des résultats, fonction des offres de prix, tout ça, le pays va trancher en privilégiant généralement eh bien, les accords de défense qu'il a déjà en place. Ou sinon, vous avez un pays qui se dit, tiens, moi je veux récupérer, par exemple comme la Croatie, je veux augmenter mes capacités ou X ou Y, et là vous retrouvez dans un marché beaucoup plus dynamique. Donc c'est intéressant de bien faire la différence entre les deux. À noter que la Croatie, c'est des avions plus ou moins vraiment / faussement d'occasion, qui ne seront pas bien usés quand même, donc c'est intéressant. Mais typiquement la Croatie c'est complètement un nouveau marché pour la France, pour Dassault. Si vous regardez les Émirats, ce n'est pas un nouveau marché, la Grèce ce n'est pas un nouveau marché, l'Égypte ce n'est pas un nouveau marché, l'Inde ce n'est pas un nouveau marché, et vous avez compris l'idée. Mon point de vue sur le programme F-35, déjà, vous le savez, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est un adolescent boutonneux et voûté qu'on essaie de comparer à des avions de combat qui, eux, sont là depuis un paquet d'années et qui sont, on va dire, dans la bonne période de leur développement. Il faut laisser le temps au F-35 de corriger tous ces problèmes, de se redresser, de soulever un peu de poids et de se renforcer, tout simplement. Maintenant, également, ce qu'il faut anticiper, c'est pour quelle guerre est-ce que le F-35 se prépare? C'est-à-dire quel sera le champ de bataille du futur? Les avions type Super Hornet, Typhoon, Rafale, tout ça, sont des avions qui ont fait leur preuve dans, on va dire, l'espace aérien moderne. Nous sommes en train de voir que même l'armée de l'air française a changé son nom pour armée de l'air et de l'espace. Ça parle maintenant de sortes de vaisseaux qui montent à haute altitude pour faire des largages. Enfin, on commence à avoir des technologies très intéressantes, les drones, tout ça.
À quoi va ressembler la guerre du futur? Elle sera sûrement de plus en plus électronique, de plus en plus technologique, mais également, face à ce genre de matériel, peut-être beaucoup moins résiliente. Donc il est probable que, face à une guerre d'autre intensité dans le futur, on ait peut-être deux phases. Une phase où c'est l'ultra-technologie qui prendra l'avantage, et une deuxième phase où c'est la rusticité qui pourra peut-être gagner. Là où je veux en venir, c'est que le F-35 a été conçu et réfléchi différemment dès le début, et que c'est sûrement le combat qui lui permettra, combat de haute intensité, qui lui permettra de montrer s'il a été bien réfléchi ou s'il a été mal réfléchi, le fameux test du combat. Les combats de proven que l'on met à l'heure actuelle sur les brochures, sont des combats de faible intensité, d'anti-guérilla, d'anti-terrorisme, ou alors, dans le cas israélien, de la pénétration en toute furtivité, assez efficace, il faut bien l'avouer. Donc je pense qu'il faut laisser le temps pour un F-35 de continuer à maturer. De toute façon, vu les investissements, vu les sommes en jeu, vu le nombre de partenaires en jeu, c'est un programme qui va continuer à avancer. On parle de 800, 900 défauts, ils vont continuer de les résoudre. Encore une fois, nous sommes au courant à cause de cette fameuse liberté d'information. Est-ce que vous pensez vraiment que les avions français, ils n'ont jamais eu le moindre défaut, ou qu'ils n'en ont pas? Est-ce que vous pensez vraiment que les avions russes, ils n'ont pas le moindre défaut? C'est moins médiatisé, c'est normal, ce sont des règles différentes, c'est des partenariats, tout ça différents. Ce que je ne veux pas, moi en tant qu'opérationnel, en tant qu'ancien opérationnel, ce qui me fait peur en fait, quand je vois un peu le bashing qu'on voit sur internet, c'est qu'on arrête de respecter la technologie, je dis adverse parce que c'est pas notre avion, la technologie adverse, le matériel de l'adversaire. En aucun cas, un combattant ne peut se permettre de manquer de respect face à un avion adverse. Oh, il ressemble à un pingouin, il est moche, ça va bien se passer. Je vous renvoie vers, et je finirai là-dessus, on a parlé un petit peu de Saint-Exupéry qui est mort sur un Lightning. Je vais finir avec Pierre Klosterman. Pierre Klosterman, que je suis sûr vous connaissez bien, les followers, ceux qui ont appuyé sur le bouton s'abonner. Pierre Klosterman qui a écrit Le Grand Cirque, Seconde Guerre mondiale, et dont peut-être la phrase la plus connue chez les Anglais est « Let it to me, it is a piece of cake ». Laissez-le moi, en gros c'est du gâteau. Et il a dit ça en voyant un avion allemand, il pensait qu'il avait l'avantage dessus, que ça allait bien se passer. C'était un as, l'avion allemand il a fait 1, 2, 3, il a battu Klosterman. Donc à partir du moment où vous arrêtez de respecter l'adversaire, vous arrêtez de respecter la menace, le risque c'est quoi? C'est que vous vous asseyez dans le canapé et vous vous dites je suis bien là, j'ai de l'avance technologique, de toute façon je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus fort, et vous arrêtez de créer de la valeur, vous arrêtez de créer de la croissance. Ce qui est recherché chez les opérationnels, ce que j'aimerais transmettre aussi un peu comme valeur chez ceux d'entre vous qui finiront ingénieurs dans l'armement français, c'est qu'il faut une petite dose d'anxiété, il faut cette petite dose de peur en permanence qui vous pousse à être plus productif, à être plus efficace, à avoir des idées, à être alerte et in fine à créer de la valeur, et quand vous arrivez face à l'adversaire, à être meilleur grâce à cette motivation supplémentaire, à ce fuel supplémentaire que vous avez eu. Donc moi le F-35, je pense que c'est un avion qui va continuer à progresser, mais ça me fait pas peur. Je pense que l'industrie française a largement de quoi faire mieux avec des standards F4 ou F5 du Rafale, et je pense que pour ceux qui travaillent chez nos sous-traitants, que je remercie, ceux qui travaillent chez Dassault et tout, à leur place je regarderai régulièrement des vidéos de F-35, des vidéos de Sukhoi, les nouvelles versions et tout, en me disant l'adversaire crée de la valeur, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Sur ce, je vous abandonne, je vous dis à très bientôt, excellente fête de fin d'année, et d'ici là, fly safe. Conflict of Nations est un jeu de stratégie PVP en temps réel gratuit qui se déroule pendant un conflit mondial du 21e siècle. Choisissez votre propre stratégie, engagez-vous dans des batailles épiques et partez à la conquête du monde. Vous obtenez un cadeau exclusif, cliquez sur le lien dans la description pour obtenir 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuitement. Offre disponible uniquement pendant 30 jours, ne perdez pas de temps. Je vais vous laisser quand même, parce que vous vous dites, mais où est-ce qu'il est athée? Je vais vous laisser avec une petite vue sympa. Regardez, dites-moi ce que vous en pensez. Il est pas beau notre pays? Allez, fly safe.